Alors, depuis 150 000 ans, c'est-à-dire depuis que Homo sapiens existe, il y a une constante dans son évolution, c'est qu'il a toujours cherché à améliorer sa situation matérielle. Et c'est d'ailleurs frappant, quand vous visitez n'importe quel musée d'archéologie, il y en a beaucoup en France, vous voyez des outils, vous voyez des flèches toujours plus pointues, vous voyez qu'en réalité, l'homme a toujours essayé d'investir pour améliorer sa productivité. Et évidemment, bien que ce soit vrai depuis 150 000 ou 200 000 ans, chacun peut comprendre qu'il y a des moments où cette innovation, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, cette innovation, elle est encore plus puissante. Où vous avez des moments pendant lesquels vous avez plus d'innovation, davantage d'innovation, ou des innovations différentes, mais qui vont converger pour permettre à l'humanité de faire un bond dans le domaine matériel, dans le domaine de la richesse, dans le domaine de l'espérance de vie. Et bien évidemment, vous voyez là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que je considère qu'aujourd'hui, nous vivons une de ces périodes, ou en tout cas, nous vivons les prémices de l'une de ces périodes. Ça n'est pas la première fois que ça arrive depuis que l'homme est homme. Je pense que c'est la 5e fois que ça arrive. La première fois, c'était il y a très longtemps maintenant, il y a 10 000 ans à peu près, l'invention de l'agriculture, le passage de l'ère paléolithique à l'ère néolithique, ce moment très important du point de vue technologique au fond, où l'homme a décidé d'aller planter des graines, de mettre des animaux dans un champ, ce qui n'était pas ce qui se faisait auparavant, et ça lui a permis en effet de vivre beaucoup mieux, ça a permis à la planète d'être plus peuplée, ça a permis aux hommes de vivre plus longtemps. Alors ça ne s'est pas fait rapidement, c'est un processus qui s'est étalé sur plusieurs milliers d'années et qui d'ailleurs a eu des conséquences, évidemment, et là aussi je ferai dans quelques instants le parallèle avec aujourd'hui, qui a eu des conséquences qui n'étaient pas seulement des conséquences économiques. Quand vous inventez l'agriculture, vous inventez d'une certaine façon la propriété foncière, et donc vous inventez l'accumulation du patrimoine et vous inventez les inégalités patrimoniales. Bref, c'est toute la société qui va se structurer autour de cette invention qui a été l'agriculture. Le deuxième grand moment, la deuxième grande vague d'innovation de l'histoire d'Homo sapiens, elle est un peu plus récente, mais enfin, elle est lointaine quand même. Il y a 2000 ans à peu près, vous savez ce que l'on appelle le siècle de Périclès, c'est-à-dire le 5e siècle avant Jésus-Christ. On appelle ça l'Antiquité dans le langage courant. C'est ce moment très particulier. On a parlé d'international ce soir. C'est ce moment très particulier où on va commencer à exporter. Où, au fond, le producteur d'huile d'olive, je prends cet exemple parce que c'est Athènes qui va être la région centre, Braudel parlait d'économie monde, la région centre de ce grand mouvement de changement. Quand vous êtes producteur d'huile d'olive, eh bien auparavant, quand vous aviez besoin, je dis n'importe quoi, peu importe, d'un panier, vous alliez échanger une bouteille d'huile d'olive contre un panier, qui était produit par quelqu'un qui vivait pas loin de chez vous. Après la construction du port du Pirée, eh bien, vous allez exporter une bouteille d'huile d'olive, peut-être loin d'ailleurs, de l'autre côté des rives de la mer Méditerranée ou de l'autre côté des rives de la mer Égée, et puis vous allez vous faire payer en or, peut-être à crédit. Vous allez vous faire livrer des marchandises, et donc il faudra les assurer, puisque l'assurance est née, comme vous savez, avec les premiers sinistres maritimes. Et là encore, c'est un changement absolument colossal, pas seulement un changement économique, mais un changement de société, dirait-on aujourd'hui, qui va d'ailleurs faire émerger une sorte de contre-révolution conservatrice, qui sera très bien incarnée par Platon, qui n'aime pas l'or, qui n'aime pas le crédit, qui n'aime pas cette économie qui est nouvelle, qui est en train d'émerger. La troisième grande vague d'innovation, elle est beaucoup plus connue, c'est la Renaissance. Et je pense qu'il est très important de noter, parce que le terme Renaissance est très connoté. Il est connoté positivement. Et quand je fais le parallèle entre la période que nous vivons et la Renaissance, les gens disent « mais il ne vit pas dans le même monde que nous ». Parce que, évidemment, nous, ce qu'on voit, ce n'est pas la Renaissance. Nous, ce qu'on voit, c'est le chômage. Alors, dans l'un, moins qu'ailleurs, mais néanmoins, vous vivez en France. Et donc, le chômage qui est élevé, les impôts qui devraient baisser mais qui ne baissent pas, le gouvernement qui ne va pas exactement comme on voudrait, etc. Et donc, en tout cas, on n'a pas forcément le sentiment de vivre une Renaissance. Mais ce qu'il faut
bien comprendre dans cette affaire, c'est que la Renaissance, ça n'est pas le moment où toutes les innovations sont nées. Les innovations, elles ont commencé à émerger relativement tôt, finalement, à partir du XIIIe siècle. Notamment, c'est ce moment où la France a commencé à se couvrir de moulins à vent et surtout de moulins hydrauliques. Et puis, dans cette partie haute du Moyen-Âge, eh bien, vous allez avoir l'apparition en quelques centaines d'années des armes à feu, de l'horloge, des instruments de navigation, des lunettes, et tout ceci va converger au moment de la Renaissance pour permettre les grandes découvertes et puis ce point d'aboutissement que sera le Tour du monde de Magellan au XVIe siècle. La quatrième grande mutation, c'est ce que l'on appelle dans les livres d'école la révolution industrielle, qui commence à partir de la fin du XVIIIe siècle avec l'invention de la machine à vapeur et puis les grands moyens de transport, bateaux à vapeur, le chemin de fer. Et puis, à la fin du XIXe siècle, on aura l'automobile, l'aviation à partir du XXe siècle. Ce que l'on appellera la Belle Époque, après la Belle Époque, de la même façon que la Renaissance a été qualifiée de Renaissance, après la Renaissance. Aujourd'hui, nous vivons quelque chose de cet ordre. En réalité, je crois que nous vivons quelque chose qui est encore plus fort, avec énormément d'innovations qui sont en train d'arriver, dont vous entendez beaucoup parler. On en voit d'ailleurs, on commence à en voir la matérialisation de certaines. Alors, on parle souvent de numérisation, mais le terme de numérisation est extrêmement restrictif. L'informatisation de nos sociétés, c'est un phénomène qui vient des années 50, donc c'est de l'histoire ancienne. En réalité, le sujet qui devrait nous obséder aujourd'hui, ce sont les conséquences de la convergence des nanotechnologies, des biotechnologies, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de l'imprimante 3D. C'est la convergence de ces différentes technologies qui va, et qui a d'ailleurs commencé à modifier radicalement notre monde. Et quand je parle de monde, je parle bien de monde, c'est-à-dire que ça n'est pas seulement une question d'ordre technologique, ça n'est pas simplement une question d'ordre économique, mais c'est une question qui va très au-delà. Évidemment, les mutations naissent toujours dans le champ technique et économique, mais elles ont des conséquences philosophiques, sociétales, politiques, juridiques, artistiques, tout ce que vous voulez. Vous avez un très grand économiste du 19e siècle qui s'appelait Karl Marx, qui a très bien montré que les grands mouvements de la société naissaient toujours dans la sphère technologique et économique. Et c'est très exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Et pour bien comprendre la nature de ce qui est en train de se passer, il faut garder un œil sur le cœur géographique de ce changement qui, bien évidemment, est situé dans la Silicon Valley. Et quand vous écoutez les entrepreneurs californiens, les entrepreneurs de la Silicon Valley, vous voyez qu'ils ont deux obsessions, qui ne sont pas des obsessions économiques, qui sont un vrai projet philosophique. Certains pourraient même dire un vrai projet démiurgique qui est en train de tout emporter. Je me permets d'insister là-dessus parce que c'est quelque chose qui est assez mal connu en Europe, c'est quelque chose qui est assez mal connu en France. Et je pense que si on veut avoir les idées claires quant à la façon dont le monde va et notamment l'Europe, vont se transformer ces prochaines années, il faut bien avoir en tête le fait que ces entrepreneurs, dont vous entendez donc beaucoup parler, ce sont les fameux GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, mais on pourrait ajouter des entreprises bien évidemment comme Tesla, SpaceX, même des entreprises qui ne font pas partie géographiquement de la Silicon Valley, mais de vieilles entreprises, je pense à Microsoft en particulier, qui sont en train de rejoindre ce mouvement démiurgique qui vise à deux choses. Premièrement, nous donner du temps et deuxièmement, nous donner de l'espace. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Nous donner du temps. Mais ça veut dire tout simplement qu'un très grand nombre de ces innovations concernent le secteur de la santé. J'ai cité les nanotechnologies, les biotechnologies, la robotique, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, un très grand nombre des applications de ces innovations techniques concerne le secteur de la santé. Et si ça concerne le secteur de la santé, ça n'est pas par hasard, c'est parce que ces entrepreneurs et ces entreprises estiment qu'en investissant dans le secteur de la santé, on va gagner deux batailles, la bataille contre la maladie
Et peut-être même, c'est plus difficile, la bataille contre le vieillissement. La bataille contre la maladie, vous en entendez déjà beaucoup parler, vous avez peut-être vu qu'il y a 2 ou 3 semaines, Microsoft a annoncé que sa stratégie ces 10 prochaines années visait à éradiquer le cancer. C'est très intéressant qu'une entreprise comme Microsoft, qui pour beaucoup de nos concitoyens est une entreprise du secteur de l'informatique, annonce qu'aujourd'hui, sa priorité, c'est la santé. Et dans le domaine de la santé, c'est une pathologie extrêmement particulière et extrêmement courante dans tous les pays développés, qui est le cancer. L'idée de Microsoft étant la suivante: le cancer est une maladie génétique. Nos capacités de calcul informatique aujourd'hui permettent de lire et même de plus en plus d'interpréter notre génome. Si on sait interpréter notre génome, on sait peut-être le modifier, mais je le répète, cette modification, elle est circonscrite à des capacités de calcul qui sont des capacités de calcul absolument géantes, extraordinaires. C'est la convergence entre la numérisation et l'intelligence artificielle et aussi les nanotechnologies, d'ailleurs. Et ça, au fond, qui au monde, mieux que Microsoft, peut le faire? Et cet exemple que je prends dans le domaine du cancer, je le prends parce que le cancer est une maladie qui nous concerne tous, je pourrais le prendre bien évidemment dans d'autres types de pathologies. Mais ce que nous disent les entrepreneurs de la Silicon Valley, et d'ailleurs ce que nous disent aussi les médecins qui s'intéressent à ces sujets, c'est que la question des maladies n'est pas très compliquée à résoudre. D'ailleurs, j'ai parlé il y a quelques instants de la révolution industrielle du XVIIIe et du XIXe siècle. Elle s'est traduite par des gains d'espérance de vie absolument colossaux parce qu'on a réussi à lutter avec une très grande efficacité contre les maladies infectieuses, par exemple, qui faisaient mourir énormément de monde. Et donc, ce qui s'est produit au XIXe siècle n'a pas de raison, avec d'autres types de pathologies, de ne pas se produire au XXIe siècle. Non, ce qui est peut-être plus original, et c'est au fond ce que l'on appelle le transhumanisme, c'est que ces entrepreneurs nous disent on va essayer de faire quelque chose, pour le coup, qui est radicalement nouveau. Soigner des maladies, ça c'est quelque chose qui est classique. Mais lutter contre le vieillissement, ça c'est nouveau. Parce qu'en réalité, on n'a jamais lutté contre le vieillissement. Je parlais du cancer il y a un instant. À votre avis, si demain il n'y avait plus du tout de cancer, si le cancer n'existait plus, est-ce que vous savez quelle serait l'augmentation de l'espérance de vie? Elle serait de 2 ans. Alors vous vous dites tout ça pour ça, quoi. C'est quand même quelque chose qui n'est pas spectaculaire. Et si nous arrivions à éradiquer l'ensemble des maladies qui existent, imaginez un monde sans maladies. Et j'ai une très mauvaise nouvelle, nous mourrions tous à 120 ans. Alors 120 ans, c'est sans doute mieux que mourir prématurément, mais enfin à 120 ans, là encore, vous dites éradiquer toutes les maladies pour mourir à 120 ans. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement décevant, et je ne suis pas le seul à trouver ça. Les GAFA trouvent que c'est extrêmement décevant aussi, qu'on ne va pas investir tout notre argent pour vivre jusqu'à 120 ans. Quand on a des projets dans la vie, c'est pour faire des choses un peu plus ambitieuses que ça. Et donc, ça passe par la lutte contre le vieillissement. La lutte contre le vieillissement, vous avez des entreprises qui investissent beaucoup dans ce domaine, la lutte contre les cellules sénescentes. Et si on arrive à éradiquer les maladies et, dans le même temps, à lutter contre le vieillissement, là, pour le coup, on va avoir des gains d'espérance de vie qui seront très importants et qui iront très au-delà de 120 ans. Alors, vous allez me dire, mais on pourrait toujours mourir d'accident, par exemple. Mais là encore, il existe des solutions. Vous savez qu'on décède essentiellement de 2 types d'accidents, les accidents de voiture et les accidents domestiques. Alors la voiture sans chauffeur, contrairement à tout ce que l'on dit, va quand même régler une très grande partie du problème des accidents autoroutiers. Et les accidents domestiques seront réglés par ce que l'on appelle l'intelligence artificielle conceptuelle, c'est-à-dire le fait que, au fond, dès qu'il y aura un dysfonctionnement autour de vous, eh bien, les pompiers seront appelés directement et viendront vous aider. Et donc, vous voyez que ce projet démiurgique, ça n'est pas du tout le fait de gens qui sont des gens qui seraient de doux illuminés, mais il est guidé par les plus grosses entreprises du monde, par les entreprises dans le monde qui réussissent le mieux et qui sont les plus riches. Et je poursuis mon raisonnement. Et c'est très exactement le raisonnement que suit dans ses communications publiques Elon Musk, qui est donc le fondateur de PayPal, de Tesla et de SpaceX, qui est une entreprise très importante de lanceurs spatiaux. Ce que dit Elon Musk, c'est que si on vit jusqu'à 100, 120, 150 ans,
on va avoir un problème. On ne va pas rester sur Terre, pour tout un tas de raisons. Parce qu'on va être trop nombreux, parce que c'est trop petit, parce que c'est pas marrant, parce qu'on ne va pas s'entendre, etc., etc. Et donc vous avez vu que, alors que nous nous amusions à dépenser 600 ou 700 millions d'euros pour... je ne vais pas refaire le truc, mais pour acheter des TGV duplex qui vont rouler sur des rails de train-corail, j'ai même du mal à le dire, vous voyez, parce que quand même, c'est... Et pourtant, honnêtement, moi, je suis vraiment pas persifleur. J'ai soutenu beaucoup de choses de ce qu'a fait le gouvernement. Je trouvais qu'il y avait des mesures tout à fait intéressantes, le pacte de responsabilité, le CICE, qui d'ailleurs, j'espère, seront consolidés, conservés et même consolidés par la prochaine majorité. Mais là, franchement, le coup d'Alstom, c'est vrai que c'était quand même très difficilement défendable. Bref, pendant que nous parlions de ça, Elon Musk, lui, était en train de faire une conférence de presse pour expliquer comment il allait envoyer 1 million de personnes sur Mars. Et, alors évidemment, ça a été là encore pris avec des sourires et des ricanements, sauf que je pense que c'est une erreur de prendre ça avec des sourires et des ricanements, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, au fond, cette mutation absolument extraordinaire de l'économie, elle a 2 buts, gagner du temps et gagner de l'espace, et il faut bien comprendre que ces 2 aspects sont complémentaires, mais nous ramènent à des choses que l'on a déjà connues dans l'histoire de l'humanité. L'idée de la Renaissance... Renaissance, c'est le siècle d'Ambroise Paré, hein. C'était bien aussi de gagner du temps et de gagner de l'espace. Et d'ailleurs, les historiens que j'ai pu consulter sur le sujet m'ont très bien expliqué que le fait d'aller faire le tour du monde pour Magellan était sans doute beaucoup plus coûteux, beaucoup plus risqué et beaucoup plus bizarre et moins sécurisé que d'aller sur Mars aujourd'hui. Donc, nous ne faisons rien d'autre que de continuer l'histoire de l'humanité. Alors, quand je dis ça, en général, j'ai plusieurs réactions qui montent dans mon auditoire, et des réactions qui sont en général des réactions, allez, plutôt inquiètes quand même, un peu négatives et plutôt inquiètes. D'abord, du point de vue économique, on me dit, mais au fond, tout ce que vous nous décrivez, c'est sympathique, mais ça ne fait pas de croissance. D'ailleurs, regardez, il n'y a pas de croissance. Et c'est vrai, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de croissance, il n'y en a pas beaucoup en France, mais la vérité, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde entier. Simplement, comprenez bien que la croissance qui vient de l'innovation, surtout d'une innovation radicale comme celle-ci, elle est très très longue à se mettre en place. Pour une raison qui a été formidablement montrée par un économiste de la première partie du XXe siècle, un économiste européen, autrichien, que vous connaissez tous, qui s'appelait Joseph Schumpeter, qui expliquait avec une très grande profondeur que ces grands mouvements d'innovation, ce ne sont pas simplement des moments où vous avez de l'activité qui arrive en plus comme ça, mais ce sont des moments de destruction créatrice, c'est-à-dire que ce sont des moments où une nouvelle économie ne vient non pas simplement s'ajouter à une ancienne économie, mais vient se substituer, vient remplacer une ancienne économie. Et ce qui est vrai de l'économie doit être vrai des organisations aussi. Sinon, vous n'avez pas de croissance. Puis-je vous donner un exemple extrêmement concret, mais je pourrais en prendre beaucoup d'autres. Quand des hôpitaux ou des cliniques achètent des robots chirurgicaux, un robot chirurgical, c'est absolument formidable, ça vous fait énormément d'opérations par jour, beaucoup plus qu'un simple chirurgien, ça fait des interventions micro-invasives, il y a moins de complications, un chirurgien peut faire beaucoup plus d'opérations qu'il n'en faisait auparavant, bref, ça permet de faire des gains de productivité, à quelques conditions. Et la condition, c'est que votre hôpital ait été réorganisé de telle façon que vous fassiez plus d'actes chirurgicaux et moins d'hébergement. Ce qui, bien évidemment, n'est pas encore tout à fait le cas des hôpitaux en France et en Europe. Quand vous regardez un hôpital, vous voyez bien que c'est un lieu d'hébergement. Et quand vous regardez le statut de la fonction publique hospitalière, vous voyez bien qu'il est difficile de réorganiser l'hôpital. Et donc, le résultat de tout ça, c'est que vous avez acheté un robot chirurgical 3 millions d'euros, mais alors que l'innovation est schumpeterienne, l'organisation, elle, n'a pas pu être schumpeterienne, et donc elle ne permet pas de réaliser les gains de productivité qui auraient été rendus possibles par l'achat
de ce robot. Et ce que je dis là, en faisant un peu de mauvais esprit, bien évidemment, avec le statut de la fonction publique hospitalière et avec l'hôpital, la vérité, c'est qu'on peut le faire dans la plupart des entreprises. Dans plus de la moitié des entreprises, vous avez des rigidités qui empêchent, au fond, de tirer parti de ces incroyables gisements de productivité qui seraient permis par l'intelligence artificielle, la robotique, les nanotechnologies, l'imprimante 3D, tout ce que vous voulez. Donc la croissance, elle viendra, si on a de bonnes politiques économiques, mais elle viendra aussi quand les organisations auront elles-mêmes été schumpeteriennes. Et ça prendra nécessairement quelques années. On me dit aussi, mais c'est terrible, cette mutation, cette grande transformation, parce qu'elle tue l'emploi, parce qu'elle va se substituer à nous. Parce que l'intelligence artificielle, quand vous l'hybridez à un robot, ça vous fait un humanoïde qui peut faire plein de choses. Et c'est vrai qu'il peut faire plein de choses, ça c'est clair. Là encore, je prends un exemple extrêmement concret tiré de la médecine. Je pourrais prendre d'autres secteurs, mais celui-ci nous intéresse tous parce qu'il nous concerne tous. Quand vous prenez une intelligence artificielle Watson, que vous lui faites faire un diagnostic médical, il n'y a absolument aucun doute, elle le fait mieux qu'un médecin. C'est certain. Surtout pour des pathologies qui sont des pathologies complexes. Pour un rhume ou une grippe, peut-être pas, mais pour des pathologies complexes, oui, bien évidemment. C'est clair. Et ça, c'est très dur. Quand vous êtes médecin, pas quand vous êtes patient, c'est mieux. Hein. Mais, oui, mais on ne s'intéresse pas aux patients en France. On s'intéresse aux corporations, donc on s'intéresse aux médecins. Et le médecin, lui, il vit une crise d'identité. Et là encore, je fais un peu de mauvais esprit, mais il faut le comprendre. Freud, dans un petit livre formidable de 1916 qui s'appelle « L'introduction à la psychanalyse », parle de blessures narcissiques. Freud dit « Les grandes périodes de progrès pour l'humanité sont toujours très mal vécues par les gens qui vivent, par les contemporains de ces périodes. Après, on se rend compte que c'était super. Mais sur le moment, c'est toujours très mal vécu. » Freud prend 3 exemples de très grands progrès objectifs qui sont vécus sur le moment comme une régression. La Renaissance, le 19e siècle et le début du 20e siècle. La Renaissance, vous pensez que l'univers est fini, c'est-à-dire vous êtes encore dans la conception antique au fond de l'univers. Hein. L'univers a un toit, tout est bien ordonné, sans doute par des dieux, la Terre est au centre de l'univers et tout va bien. Et puis arrive la révolution galiléenne, copernicienne, etc. Et alors là, vous apprenez que l'univers est infini, que la Terre n'est pas au centre de l'univers, mais qu'elle est là, régie en vertu de lois physiques qui restent à découvrir. Bref, c'est tout votre univers mental qui s'effondre. 19e siècle, Freud en parle aussi, c'est très amusant. Darwin, vous pensiez que vous venez de Dieu, vous venez du singe, c'est absolument catastrophique. C'est que Darwin a attendu 10 ans avant de publier l'origine des espèces parce qu'il disait je peux pas dire ça aux gens, quoi. Bien que ce soit vrai, mais je peux pas leur dire. Les gens, bon, vous connaissez cette phrase extraordinaire de, j'aime pas citer Woody Allen parce qu'il est très souvent cité, mais il y a quand même une phrase qui est très profonde et qui est très liée aux blessures narcissiques de Darwin. C'est quand il dit Dieu est mort, Marx est mort et je ne me sens pas très bien. C'est incroyablement juste. C'est extrêmement profond. Alors Freud parle d'une 3e blessure narcissique, c'est lui, hein, c'est l'invention de la psychanalyse, c'est-à-dire que 90% de ce que vous faites, globalement, c'est dans votre inconscient, et donc c'est lié à des choses que vous avez voulu oublier, et donc que vous ne maîtrisez pas. Alors c'est vrai qu'en 5 siècles, la Terre n'est pas le centre de l'univers, vous venez du singe, et ce que vous faites, vous ne voudriez pas le faire, c'est une avancée scientifique, certes, mais sur le plan narcissique, c'est assez violent. Et donc on en vit une aujourd'hui, qui est peut-être la plus violente de toutes, qui est celle de l'intelligence artificielle. On savait que vous pouviez être battu aux échecs, mais maintenant on sait que vous pouvez être battu au jeu de Go. Et ça, c'est beaucoup plus embêtant. Donc vous avez suivi cette affaire l'année dernière. Nous, on était en pleine loi El Khomri. Parfois, il y a un petit décalage de débat. Mais quand on manifestait, parce qu'il y a encore des gens qui pensent qu'il ne faut pas plus de flexibilité sur le marché du travail, qui va être compliqué ces prochaines années, parce qu'il va falloir quand même accélérer dans nos débats. Mais donc, au même moment, vous aviez Lee Sedol, qui en Corée du Sud, donc le champion du monde de jeux de Go, se faisait battre par une start-up qui a été rachetée par Google et qui s'appelle DeepMind. Et cette intelligence artificielle, elle est évolutive, c'est-à-dire qu'elle est apprenante. C'est-à-dire que votre médecin intelligence artificielle
Déjà, vous pouvez lui donner la forme d'un robot, si vous voulez. Comme ça, il peut se déplacer dans une pièce, il peut venir vous accueillir. Et puis, avec les progrès qu'on fait dans le domaine de la biologie moléculaire, vous pouvez lui greffer des cellules souches, et donc vous avez un vrai humanoïde. Et je vous conseille beaucoup, il y a beaucoup de séries d'anticipation qui sont pas tant d'anticipation que ça d'ailleurs, mais qui sont absolument formidables. Il y en avait une en Suède il y a quelques années qui s'appelait Real Humans, qui est tout à fait extraordinaire et qui nous donne des images de ce monde dans lequel nous commençons à vivre. Alors ça, quand vous êtes médecin, c'est une vraie blessure narcissique, parce que vous avez été formé toute votre vie à faire du diagnostic, vous êtes un bon diagnosticien, et là, d'un coup, c'est terminé. C'est terminé, il va falloir faire autre chose. Mais vous pouvez faire autre chose dans le domaine de la médecine. Parce que le médecin, il va avoir un autre rôle ces prochaines années, notamment celui de l'annonce du diagnostic, quelque chose que parfois on avait un peu oublié d'ailleurs, celui de l'accompagnement, celui de la prescription. Et donc il va avoir un rôle qui sera un rôle très humain. Mais enfin, lui, il voulait faire du diagnostic, et ça, pour le diagnostic, c'est terminé, de la même façon que la voiture sans chauffeur signe l'arrêt de mort des taxis, des VTC, mais des moniteurs d'auto-école et des chauffeurs de poids lourds. C'est terminé. À l'horizon de 15 ans, tous ces métiers auront disparu. Et donc, me dit-on, mais ce que vous nous présentez d'un ton léger, c'est une catastrophe absolue, parce qu'on a déjà beaucoup de chômage. Et on est déjà obligé de mobiliser toutes les ressources gouvernementales et 600 millions d'euros pour empêcher le déplacement géographique de 350 emplois. Alors, comment est-ce qu'on va faire avec ce que vous nous annoncez sur l'intelligence artificielle et la robotique ? Alors, vous avez déjà une partie de la réponse, c'est-à-dire qu'il faut se concentrer sur ce qui est important et investir l'argent public au bon endroit au lieu de le jeter par les fenêtres. Mais même ça ne suffira pas. Et ma conviction, c'est qu'il y a beaucoup plus de jobs à créer que de jobs à détruire. Bien évidemment, beaucoup de métiers, j'ai donné quelques exemples, vont disparaître ces prochaines années. Et je pense que le gros sujet du prochain président de la République, ce sera celui-ci. Ce sera gérer cette accélération incroyablement violente de la destruction créatrice. Mais qu'est-ce qu'on va faire quand on aura le camion sans chauffeur qui va arriver ? L'État pourra toujours acheter les camions, ça ne changera rien, pour le coup. D'accord ? Il pourra acheter les camions sans chauffeur et casser le logiciel et mettre des chauffeurs dedans. Okay, on n'en est pas loin, remarque. Bon. Mais vous vous révolterez, j'espère. Donc ce n'est pas ça ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est libérer l'emploi. C'est libérer l'emploi parce que les gisements d'emploi, je vous le promets, ils sont absolument colossaux. Et ils sont même infinis. Pour une raison qui n'est pas une raison économique, mais qui est une raison philosophique. Et même, pourrait-on dire, si on avait envie d'être un peu pontifiant, une raison ontologique. C'est le fait que, fondamentalement, je crois, l'homme et la machine sont des facteurs de production complémentaires. Non pas substituables, mais complémentaires. Et ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire que plus on a de technologie, plus la demande d'humains, elle augmente. Parce que ce sont des facteurs de production complémentaires. On a moins besoin de chirurgiens parce qu'on achète beaucoup de robots chirurgicaux. Mais on recrute beaucoup plus d'infirmiers et d'infirmières. Parce que seul un être humain peut vous mettre une aiguille dans le bras. J'étais très frappé par un papier que mon ami Laurent Alexandre a publié dans Les Échos il y a quelques semaines. Laurent Alexandre, donc, c'est l'auteur génial de La mort de la mort. Il a écrit un article sur la justice dans Les Échos. Je ne sais pas si vous avez vu ce papier, qui était un article formidable, comme toujours. Et au fond, ce qu'expliquait mon ami Laurent Alexandre, c'est qu'une intelligence artificielle du type Watson, elle présente deux avantages sur un juge. Premier avantage, elle connaît bien la jurisprudence. Elle peut consulter toute la jurisprudence en quelques minutes, ce que ne peut pas faire un juge. Deuxième avantage, c'est qu'elle est neutre idéologiquement. Ce qui n'est peut-être pas le cas de tous les juges qui adhèrent au syndicat de la magistrature. Et donc, mais c'est Laurent Alexandre, parce que vous allez voir que je ne suis pas d'accord avec lui. Sur ce point précis, si, mais sur la conclusion qu'il en tire. Et donc, son idée, c'était de dire, au fond, puisqu'une intelligence artificielle est compétente et juste, il faut virer tous les juges et équiper tout le système judiciaire français d'une intelligence artificielle qui rendra une justice juste, efficace, à moindre coût. Pourquoi est-ce que ce raisonnement est faux ? Il n'est pas faux. Mais pourquoi est-ce que la conclusion ne peut
pas être celle-là. Et tout simplement parce qu'en tant qu'être humain, nous devons être jugés par des êtres humains. Et que nous préférons une justice lente, injuste et coûteuse, mais humaine, à une justice rapide, juste, mais inhumaine. C'est le raisonnement que je tenais de façon implicite tout à l'heure avec les infirmiers et les infirmières. Quand je suis dans un hôpital, j'ai besoin quand même d'avoir un alter ego en face de moi et quelqu'un qui me plante l'aiguille dans le bras et non pas une machine. Et ce que je suis en train de dire, et ce qui à mon avis sera d'ailleurs le grand débat philosophique du XXIe siècle, le grand débat de la Renaissance, c'était quelle est la différence entre l'homme et l'animal. Grand débat de la Renaissance. Et Rousseau, vous connaissez tout ça, donne cette réponse qui est une réponse extraordinaire. Il nous dit, l'animal est dominé par ses instincts, nous sommes dominés par notre liberté. C'est la différence avec l'animal. Nous sommes tellement dominés par notre liberté que parfois nous avons d'ailleurs la liberté de nous faire mal, ce qui n'est pas le cas d'un animal. Les animaux ne fument pas. Nous fumons, nous buvons, etc., en sachant que c'est mauvais pour nous, mais voilà, c'est notre liberté. Grand sujet du XXIe siècle sera quelle est la différence entre une intelligence artificielle beaucoup plus intelligente que nous, parce que les progrès de l'intelligence artificielle, ils accélèrent de façon exponentielle. Une intelligence artificielle hybridée à un robot agrémenté de cellules de peau, quelle est la différence avec nous? Et je crois que ça, il faut l'avoir en tête, parce que je suis assez technophile, mais pas autant que certains entrepreneurs de la Silicon Valley ou d'Asie d'ailleurs, parce que l'Asie est un autre endroit où vous retrouvez beaucoup de chefs d'entreprise qui sont technophiles. Moi, je ne pense pas que nous devions aller vers un changement de civilisation. Et c'est un conservatisme que j'assume. Je pense que nous devons rester des humains, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Le directeur scientifique de Google, je rappelle que Google est l'une des entreprises les plus grosses du monde et les plus riches du monde, donc il faut faire très attention à ce que disent ces gens-là. Le directeur scientifique de Google, qui s'appelle Ray Kurzweil, nous dit, mais de toute façon, ces prochaines années, on va modéliser le cerveau, et si j'ai un accident extrêmement grave, du type ce qui est arrivé à Schumacher quand il est tombé à ski, ben, c'est pas très grave, parce qu'il suffit de retélécharger le cerveau sur un humanoïde qui aura été réalisé avec une imprimante 3D, etc. Et donc je peux me dédoubler. Est-ce que je suis un être humain? Non, pas vraiment. Je suis plus complètement un être humain, mais en même temps, la frontière entre l'être humain et la machine sera de plus en plus poreuse, parce qu'après tout, je vais peut-être tomber amoureux d'un humanoïde. Et donc, on va peut-être se marier. D'ailleurs, j'en profite. Un message pour ceux qui ont manifesté contre le mariage pour tous. Enfin, le mariage homosexuel, parce que je déteste qu'on nomme pas les choses, d'ailleurs. Mariage pour tous, c'est toujours comment ne pas nommer les choses. Entre le RSA activité et le mariage pour tous, on est sûr qu'ils ne comprennent jamais rien à rien. Vous savez que la semaine dernière est né le premier bébé à 3 parents. Vous savez ce que c'est un bébé à 3 parents? 3 parents, ça n'est pas lié à une pratique bizarre. C'est lié au fait qu'on a mélangé 3 génomes. Pourquoi est-ce qu'on a mélangé 3 génomes? Pour éviter une maladie orpheline qui était extrêmement grave. Et donc on a permis à un enfant de naître sans cette maladie extrêmement grave. Moi je trouve ça formidable, hein, je vous le dis comme je le pense, hein, je trouve ça absolument génial. Mais le bébé a 3 parents. Du coup, le Royaume-Uni a autorisé la cellule familiale à 3 parents. Vous savez que la polygamie est interdite. À 3, on est dans quelque chose qui n'est pas très naturel pour nous. Et néanmoins, nous allons vers ça. Parce que nous pourrons réguler la technologie, mais nous ne pourrons pas arrêter la technologie. En plus, je ne pense pas que ce soit souhaitable. Et donc, je prends cet exemple parmi d'autres, nous allons vers des familles qui sont des familles à 3 parents, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement nouveau pour nous. Et moi, ma limite philosophique, c'est que je peux accepter la famille à 3 parents. Alors tout ça pour relativiser, ceux qui ont manifesté donc contre le mariage pour tous, racheter des paires de chaussures parce que vous n'avez pas terminé de battre le pavé. C'est ça ce que je voulais dire. Mais au-delà de ça, moi, ma limite, c'est qu'on reste quand même dans un domaine qui soit le domaine de l'humanité. Dernier sujet que l'on m'oppose, et après j'aborderai la dernière partie de mon exposé, c'est celui du développement durable. Et ça, c'est un bon sujet, c'est un vrai problème. Mais il ne faut pas mélanger les choses.
le problème du développement durable, c'est un problème de réchauffement climatique. Ça n'est pas un problème d'accès aux ressources. Les ressources n'ont jamais été aussi abondantes qu'aujourd'hui. Les réserves prouvées de gaz et de pétrole sont de 40 ans. Si vous ajoutez les réserves non prouvées, vous avez 80 ans. Donc, la difficulté n'est pas une difficulté d'accès. Et puis d'ailleurs, des ressources, quand il n'y en aura plus sur Terre, il y en a plein. Il y en a sur la Lune. Il y a une entreprise, la Moon Express, par exemple, qui vient d'obtenir un prix pour aller chercher ce qu'on appelle de l'hélium-3 sur la Lune. C'est un gaz très énergique. Il n'y a pas de problème de ressources. Nous avons un problème gravissime de réchauffement climatique. Mais ce problème de réchauffement climatique ne se résoudra jamais par la décroissance. J'ai commencé mon exposé en disant, depuis qu'Homo sapiens est Homo sapiens, il a cherché à améliorer sa condition matérielle. Vous ne pouvez pas forcer l'humanité à faire quelque chose qui n'est pas dans sa nature, c'est-à-dire de revenir à avant. Donc la décroissance est un non-sens anthropologique, elle est impossible. En revanche, nous avons besoin d'innovations qui vont permettre de générer une croissance qui sera une croissance qui n'émettra plus de CO2. Et ça, c'est tout à fait possible si nous mettons en place les bonnes incitations. Je le dis puisque le prix Nobel d'économie a été remis aujourd'hui, notamment à deux économistes extraordinaires qui travaillent sur les notions de contrat et sur les notions d'incitation. Nous avons besoin d'un marché du carbone à un niveau mondial avec un prix du carbone qui soit un prix très élevé. Il faut avoir confiance dans ces incitations. Ensuite, vous savez, l'innovation fera le reste. Le vrai problème qui est lié à cette grande mutation dans laquelle nous entrons, ça n'est pas un problème d'ordre économique. Bien sûr, il y aura des problèmes économiques, mais bon, nos problèmes économiques, on peut les régler. Enfin, je veux dire, le problème du chômage, déjà, il n'est pas lié à l'intelligence artificielle et on n'a qu'à mettre en place des politiques qui font baisser le chômage. Enfin, c'est pas très compliqué, tout le monde les connaît, donc c'est pas. Il faut vraiment résoudre ce type de problème extrêmement simple très rapidement. Parce que le véritable sujet, c'est pas celui-ci. Le véritable sujet, et ma véritable inquiétude, ma seule inquiétude au fond, c'est le fait que ces grandes périodes de mutation sont toujours des périodes de violence. Ce sont toujours des périodes de violence parce que vous avez une partie de la société qui trouve que le bébé à 3 parents c'est cool, moi j'en fais partie, mais vous avez une partie de la société qui n'aime pas ça et vous avez même une partie de la société qui se révolte contre ça. Et le siècle de Périclès, ça a mené aux guerres du Péloponnèse et à la tyrannie des 30. La Renaissance, le summum de la Renaissance, Florence, la ville la plus riche de la Renaissance, elle appelle Savonarole à sa tête, une sorte de Daesh chrétien à sa tête. C'est quand même, il faut garder ça en tête, il faut se dire que la ville la plus riche de la Renaissance a viré les Médicis et a mis Daesh à sa tête, le bûcher des vanités, etc. Le 19e siècle est une grande période de terrorisme rouge, de terrorisme anarchiste. Le président de la République en France, Sadi Carnot, a été assassiné, pas très loin d'ici, à Lyon, par un anarchiste en 1896. Et aujourd'hui, vous voyez bien dans le monde cette demande de radicalité. Elle est de plus en plus forte. Et elle se traduit de façon extrêmement bénigne, quoique, par un vote politique qui est un vote nationaliste. Et cette montée du nationalisme, vous la voyez partout dans le monde. Vous l'avez vu au Royaume-Uni. Vous la voyez aux États-Unis, même si les sondages montrent que Trump chute dans la dernière ligne droite. Mais enfin, néanmoins, on ne peut pas éluder le fait qu'il est le candidat du Parti républicain et que c'est une personnalité extrêmement importante et qui d'ailleurs sera peut-être élu. On n'en sait rien. Ça n'est pas le plus probable aujourd'hui, mais on ne peut pas écarter cette éventualité. Vous voyez bien en France que la personnalité politique qui, dans tous les sondages, arrive en tête au premier tour, est une personnalité politique qui incarne ce nationalisme. Alors on me dit, oui, mais c'est parce que les gens sont exaspérés, le gouvernement, etc. Oui, d'accord, mais ce que l'on observe en France, on l'observe dans tous les pays développés. Donc il y a bien une cause commune. Cet appel au nationalisme, c'est-à-dire cet appel à la fermeture, je vous le dis comme je le pense. Moi, je pense que le nationalisme, ça doit être notre... On doit combattre ça tous les jours. Enfin, considérer les gens par l'endroit où ils sont nés, quand on y réfléchit un peu, c'est simplement pas possible. Et néanmoins, c'est quelque chose qui incarne la protection. Et ça, il faut l'entendre, bien évidemment. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne mets bien évidemment pas dans le même sac, ce serait tellement stupide et bête et outrancier, le terrorisme islamiste et la montée des nationalismes dans le monde. Simplement, ce que je veux montrer et ce que je montre dans mon dernier ouvrage, c'est qu'il y a une racine commune qui est ce rejet de l'avenir et ce rejet de la société ouverte telle que nous l'aimons.
Et quelqu'un comme Olivier Roy observe de façon extrêmement saisissante, je trouve, que les terroristes qui nous ont combattus à Paris, à Nice, ce sont des gens qui s'étaient radicalisés récemment. Ce sont des gens qui n'avaient quasiment pas d'éducation religieuse, qui buvaient de l'alcool, qui sortaient avec les filles. Et donc, on voit bien qu'on est dans cette période qui présente des caractéristiques avec le 19e siècle, avec la Renaissance, c'est-à-dire une période de bouleversement extraordinaire qui peuvent se faire pour le meilleur, mais aussi une période où nous devons défendre ce que nous aimons. Nous devons défendre l'économie libérale, nous devons défendre la démocratie. Nous devons rappeler que l'alliance entre l'économie libérale et la démocratie nous a permis de vivre dans des sociétés qui sont incroyablement accueillantes. Enfin, il faut bien comprendre que le revenu moyen sur Terre n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui. Il faut bien comprendre que le nombre de pauvres sur Terre n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui. Il faut bien comprendre que dans les pays développés, nous avons éradiqué quasiment la mortalité infantile. Bien comprendre que l'espérance de vie, y compris l'espérance de vie dite en bonne santé, n'a jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui. Le nombre de guerres n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui. Quand vous regardez les données démographiques, les derniers grands conflits qui ont tué, ce sont les conflits du XXe siècle, puis bien évidemment les guerres napoléoniennes et les guerres qui ont suivi la Révolution française. Et donc il faut faire cette pédagogie. Il faut expliquer que cette alliance entre l'économie de marché et la démocratie, elle nous permet de vivre dans des sociétés qui sont incroyablement accueillantes. Oui, nous avons des problèmes de chômage, par exemple, on n'a qu'à les résoudre. Franchement, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué. En tout cas, c'est moins compliqué que de faire baisser le nombre de têtes nucléaires qui a connu un pic dans les années 60, qui pourtant sont des années absolument bénies dans l'imaginaire collectif. La deuxième chose, c'est qu'on doit, et ça c'est votre rôle à vous aussi, chef d'entreprise, on doit inventer un discours novateur sur l'avenir. Alors là, on a eu plusieurs années de commémoration, hein, j'ai bien compris les dates, 1914, 2014, d'accord. Là, on a une année 2017 où on devrait être à peu près tranquille. Donc, alors 2018, ça va revenir, donc profitons-en en 2017. Mais profitons-en pour parler de l'avenir. Cette convergence incroyable entre l'intelligence artificielle, les nanos, la biologie moléculaire, la robotique, etc., elle reconfigure complètement nos économies, elle va reconfigurer nos sociétés. C'est de ça dont on doit parler en y mettant, à mon avis, une immense dose d'éthique et de morale. Et l'éthique et la morale, c'est deux choses. C'est le domaine du sens et puis c'est le domaine des valeurs. Les valeurs, les meilleures valeurs qui ont été données notamment pour gouverner, d'ailleurs, elles figurent dans un livre qui s'appelle La République, elles ont été données par Platon, justement au siècle de Périclès, et elles sont au nombre de 4. Et je vous laisse méditer là-dessus parce qu'elles me semblent extrêmement profondes et ça me servira de conclusion. Platon définit 4, ce qu'il appelle les valeurs, les vertus cardinales. Cardinales au sens où ce sont elles qui permettent d'articuler toutes les autres. Ce sont les 4 valeurs de base, si vous voulez. La prudence, la tempérance. La prudence, c'est l'inverse du principe de précaution. La prudence, c'est faire les choses bien, mais les faire. La précaution, c'est ne pas les faire. Précaution porte sur les fins, la prudence porte sur les moyens. La prudence, la tempérance, c'est que l'homme doit rester au cœur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le courage, pas besoin d'explication. Et la justice. Et la justice, contrairement à ce que croit mon ami Thomas Piketty, ça n'est pas l'égalité. Si tout le monde a le même revenu dans cette salle, ce sera égal et terriblement injuste. La justice, je fais référence à un très grand philosophe des années 70 qui s'appelait John Rawls, la justice, c'est permettre à chacun de faire sa vie. C'est aller voir le moniteur d'auto-école, être courageux, lui dire « ton job est menacé », mais tu sais faire plein de choses. Tu sais enseigner, par exemple. Tu as monté ton entreprise. Tu sais parler à des clients, les servir, etc. Tu as recruté des gens. Donc, tu sais faire plein de choses. Donc, la société, elle va te donner les moyens de réentreprendre ailleurs. C'est ça, la justice. Ce sont donc des questions de flexibilité et des questions de formation. Et vous voyez, je crois qu'il faut mêler cette vision de l'avenir, ces valeurs, qui, pour le coup, sont des valeurs séculaires. Et c'est ça ce qui va nous permettre de combattre l'idéologie qui nous tue aujourd'hui, qui est l'idéologie du « c'était mieux avant ». Et cette idéologie du « c'était mieux avant », elle nous tue pour 2 raisons. Première raison, c'est qu'elle est fausse, elle est radicalement fausse. C'était pas mieux avant, c'était moins bien avant. On pourrait vous sortir toutes les statistiques que vous souhaitez pour vous le montrer. La deuxième chose, c'est qu'elle ne sert absolument à rien.
une fois qu'on a dit c'était mieux avant, non seulement on a dit une grosse ânerie, mais en plus, on se retrouve complètement démunis. Et donc nous devons, et vous, moi, les politiques, les entreprises, les intellos, tous ceux qui participent au débat public, nous devons construire ce discours sur l'avenir. C'est ça ce qui permettra de faire en sorte qu'on parle un peu moins d'innovation, dont on parle beaucoup. Moi, le premier, je vais sortir un livre qui s'appelle « L'innovation sauvera le monde ». On parlera un peu moins d'innovation parce que l'innovation, c'est neutre. Et on pourra peut-être reparler d'une notion qu'en France et en Europe, on a oubliée, alors que là aussi, ça devrait être une notion cardinale, la notion de progrès. J'ai terminé.